Mais c'est pas vrai que tu ne sais pas. C'est une question qui nous concerne directement. Bon, j'ai essayé ce... Nous sommes encore dans le spectacle, hein, bien sûr. J'ai essayé de vous faire parler, mais c'était aussi une question de recherche statistique de ma part, parce que nous sommes en train de porter ce spectacle partout en Europe. On a eu... Pardon? Oui, je t'en prie. Je voulais dire qu'une des causes, c'est qu'il y a eu le Brexit récemment. Le Brexit, tu dis? D'accord. Une des causes d'inquiétude. D'accord. Et quel type d'inquiétude te suscite le Brexit? C'est une inquiétude pour les Anglais, je veux dire, ou une inquiétude pour nous, sur le continent? Pour tout le monde. D'accord. Et le Grexit aussi, vous inquiétez? Oui. Le risque, oui. Oui, ce que je disais, c'était cette statistique où nous rencontrons vraiment beaucoup de monde et c'est surtout beaucoup de jeunes gens et entre 17 ans et 25 ans, je dirais. Et c'est toujours la même chose, si je dois dire. Et je pose toujours aussi une question, avant de vous dire en quoi c'est toujours la même chose, je pose toujours aussi une question. Cette question est, combien d'entre vous sont engagés dans un mouvement ou sont des bénévoles quelque part? Au niveau local, cela n'importe pas. Combien d'entre vous sont engagés dans un mouvement ou en une ONG? Association, merci. Associazione, c'est comme en italien d'ailleurs. Ok. Et combien d'entre vous sont engagés dans un parti politique? Inscrits en parti politique? D'accord. Ok. Ici aussi, nous avons la même statistique. Si j'avais posé cette question, j'en suis sûr en France, mais j'en étais sûr aussi en Italie, j'en étais sûr en Espagne, j'en serais sûr en Écosse. Nous irons en Écosse en juin. Il y a toujours cette réponse, c'est-à-dire très peu de gens sont engagés dans une association ou dans un parti politique. Si j'avais posé cette question pendant les années 60 ou 70, je crois une personne peut-être n'aurait pas montré sa main et tout le monde l'aurait regardé comme quelque chose de bizarre, un animal bizarre. Oui, ça se renversait et c'est ce qui nous inquiète. C'est pourquoi nous avons écrit ce spectacle et nous essayons, même au prix quelquefois de notre santé, je saurais dire, parce que je suis un chercheur, j'enseigne, je coordonne en cours de licence à l'université en Italie et ce n'est pas un cours de licence en théâtre ou quelque chose de pareil. Donc, ça ne fait pas mon CV d'être ici aujourd'hui. Pas du tout. Donc, nous sommes inquiets, nous les Italiens, mais nous les Européens surtout. Je suis ici parce que je suis un Européen. Cela ne m'importe guère d'être né en Italie. Je suis inquiète pour l'Europe. Je sais très bien, les Européens, les Allemands surtout, sont inquiets pour l'Italie elle-même. Et nous, en Italie, on a des problèmes qui sont spécifiques, qui sont nationaux. Et c'est vrai, cela est vrai. Je suis même d'accord avec l'austérité du point de vue du budget national en Italie. Cela est nécessaire. Mais le problème, ce qui m'inquiète, est que on ne peut pas avoir cette austérité sans un budget véritable européen, sans les pouvoirs qui nous manquent encore en Europe. C'est-à-dire les pouvoirs que Machiavel, vous dites Machiavel, je crois. Machiavel, pardon. Mais je dis Machiavelli parce qu'il était de Florence. Machiavelli nous enseignait pendant l'âge moderne que l'État était construit sur deux bases, par les princes et par les souverains. La bourse et l'épée, il disait. La borsa et la spada. La bourse et l'épée. Est-ce que l'Europe a la bourse? Est-ce que l'Europe a l'épée? Bien sûr, je ne veux pas dire qu'il nous faut l'épée pour détruire ou tuer quelqu'un dans le monde. Ce n'est pas là le problème. Le problème est que dans un monde de désordre,
sont l'épée, vous avez les épées nationales. Vous avez l'épée, mais c'est au niveau national. Vous dépensez beaucoup plus pour avoir cette épée, et cette épée est beaucoup moins efficace. Nous avons la deuxième dépense militaire au monde, en Europe, d'accord? La deuxième dépense militaire en Europe, mais nous n'avons pas la deuxième capacité militaire au monde, et même pas la même voie, je dirais, dans la politique étrangère dans le monde. On le voit si on regarde au-delà de la mer Méditerranée, si on regarde du côté est de l'Europe, du côté sud-est de l'Europe. Mais pourquoi les crises sont toujours autour de nous? Pourquoi? Parce que l'Europe n'a pas pris la responsabilité d'intervenir en tant que sujet agissant. Elle n'a pas pris cette responsabilité depuis 1954. Est-ce qu'on se rappelle la chanson de Jacques Brel qu'on a chantée après « Je ne regrette rien ». Est-ce qu'on se le rappelle, est-ce qu'on connaît cette chanson de Jacques Brel? Oui, vous la connaissez. C'est quoi? Il faut le micro. Il faut le... Come si dice diaframma in francese? C'est Madeleine qui ne vient pas à un rendez-vous et oui, le chanteur est triste. C'est ça, c'est parfait. Le rendez-vous manqué, raté. C'est Madeleine, elle s'appelle Madeleine. C'est une chanson vraiment merveilleuse, je crois. Et pour Paolo, c'était un tour de force incroyable, parce qu'il y a un scioglilingua. Scioglilingua en français, je ne sais pas, mais ce sont des... D'accord. Des poésies avec ce rythme serré et des mots qui se suivent l'un l'autre. Cet enchaînement de mots très difficile à prononcer. Et bon, c'était Madeleine, c'était le rendez-vous manqué. Qui a manqué ce rendez-vous-là? Vous le savez. Si je ne me trompe pas, c'est la France, parce que le général, de Gaulle, avait refusé de participer avec l'Europe dans la création d'une armée européenne. Il avait ses raisons, et l'une de ses raisons est qu'il avait peur que les Américains aient une trop grande prise dessus. Et lui, ce qu'il voulait, c'était d'avoir une force nationale et de se refaire, parce que la France était dans un sale état, quoi. Je suis presque parfaitement d'accord avec vous. Il y a seulement un point qui fait une différence, à mon avis, du point de vue historique. Ce n'était pas seulement De Gaulle, c'était une alliance à l'Assemblée française entre De Gaulle, les gaullistes, et les communistes aussi. Pour des raisons qui étaient opposées, les communistes parce que la Russie soviétique ne voulait pas d'une Europe unie. De Gaulle, ce n'était pas simplement pour les raisons que vous disiez, je crois. Il faut aussi ajouter que la France, à ce moment-là, était en train de commencer à avoir des problèmes avec les colonies. Et par conséquent, il y avait aussi des problèmes pour le gouvernement. De Gaulle n'était pas au gouvernement à ce moment-là. Le gouvernement qu'il y avait des problèmes à gérer l'Algérie notamment, mais pas simplement l'Algérie, aussi l'Indochine, ce qui deviendra la guerre au Vietnam pour les Américains. Et comme le gouvernement qu'il y avait en France avait ces problèmes, De Gaulle croyait pouvoir gagner à nouveau le consensus du peuple en montrant qu'il pouvait qu'il pouvait gérer, lui, la situation. Et le bloc du traité en 1954 a été le résultat de cette alliance avec les communistes qui était, du point de vue de De Gaulle, une façon de mettre en danger le gouvernement et de pouvoir le remplacer aussi. Donc c'était des raisons aussi de politique nationale, notamment de politique nationale, parce que la proposition d'avoir une armée allemande était une proposition française, était une proposition de Jean Monnet, encore une fois, comme le charbon et l'acier, comme la communauté du charbon et de l'acier. La seule différence était qu'après la proposition française de Jean Monnet et de M. Plévin, qui était le chef du gouvernement, de construire cette armée européenne, il y avait eu aussi une proposition italienne de Altiero Spinelli, qui avait convaincu le chef de l'État
italien qui était Alcide De Gasperi proposait une unité politique parce qu'il disait, d'accord, on va construire l'armée, mais c'est qui va la gouverner? C'est qui va choisir comment la financer? Il nous faut un gouvernement, il nous faut une unité politique, une union politique, une communauté politique. Et il y avait presque tout déjà, c'était déjà tout écrit. Il y avait déjà le statut de cette communauté politique. Et la France l'a bloqué, mais l'Italie aussi. Ce sont la France et l'Italie, c'est les paradoxes. C'était la France et l'Italie qui avaient proposé ça, et ce sont la France et l'Italie qui le bloquent. L'Italie ne va même pas discuter le texte dans l'Assemblée, dans le Parlement. Et c'est un moment décisif parce que presque personne ne le connaît, mais c'est à partir de ce moment-là que nous allons choisir le chemin de l'économie. Oui, je t'en prie. Je ne sais pas si ça tombait au même moment, mais de toute façon, l'Angleterre aurait aussi refusé, étant donné qu'elle n'a jamais voulu être fédérale, elle a voulu qu'un marché commun. Oui, c'est parfait. Et à partir de quel moment l'Angleterre essaie d'entrer, nous demande d'entrer? Est-ce que quelqu'un d'entre vous le sait? À partir de quelle décennie? Et à partir de quelle année le Royaume-Uni entre dans les communautés? Est-ce que vous le savez? 1973. Mais l'Angleterre avait demandé d'entrer pendant les années 60. Et c'était De Gaulle qui avait refusé. Et il avait refusé pour une raison qui était une raison européenne dans ce cas-là. Pas simplement une raison nationale. Oui, une raison européenne avec aussi un petit peu de nationalisme à la française, bien sûr. Parce qu'il croyait, alors l'Europe, ça va être l'instrument de la politique mondiale de la France. Si les Anglais vont entrer, nous n'aurons pas la possibilité d'être libres parce que les Anglais sont des alliés des Américains. Le raisonnement était en grande partie un raisonnement correct. Parce que les Anglais ont toujours refusé d'avoir l'unité politique. Et vous avez complètement raison, et De Gaulle aussi, à mon avis, dans certains points de vue. C'est pourquoi aussi le Brexit ne m'inquiète pas. J'oserais dire, je peux le dire avec un petit peu d'arrogance, ne m'inquiète pas du tout. C'est un problème des Anglais, vous le savez. C'est un problème, de mon point de vue, d'être humain pour eux, pour mes amis les Anglais, pour mes amis les Écossais aussi, qui ne veulent pas sortir de l'Europe. Mais ce n'est pas un problème. Le problème des Européens est si nous allons réformer notre union ou pas. Nous n'allons pas passer les prochaines 2 années à discuter la façon de faire sortir l'Angleterre. Si nous allons faire ça, on aura choisi de se détruire, de détruire l'Union. Nous, ceux qui veulent rester, doivent commencer à réfléchir comment réformer cette Union, comment compléter, j'oserais dire, l'unité politique. Dans l'Union européenne, dans la zone euro, il faut en discuter. Il faut rester ouvert à toutes les possibilités et à tous les pays, même après qu'on aura construit quelque chose de nouveau. Il faudra rester ouvert. À l'Angleterre même, bien sûr. Mais maintenant, il faut que nous nous concentrons sur ce problème. Tandis que nous avons des négociateurs, nous avons des diplomates, nous avons des politiques qui vont réfléchir au Brexit. Et ça va être difficile, ça va être dur, mais cela n'est pas décisif pour notre futur. Cela est décisif surtout pour le futur des Anglais. C'est mon avis, du moins. Je ne sais pas si Claire partage ou vous, messieurs.